Ja, wie ihr seht, arbeiten wir heute wieder an dem Projekt Schülerbanking. Wir haben ja bereits im Schülerbanking-Projekt das Modul Giro bearbeitet und heute wollen wir uns speziell mal das Modul Kredit anschauen. Was ist denn das, Tamara? Das sind Kontoauszüge. Richtig. Und ihr müsst alle Ein- und Ausgaben in der Haushaltsanalyse eintragen. Sie könnte einen Kredit aufnehmen. Es wird schwer, wenn sie einen Kredit aufnimmt, weil sie hat ja keinen festen Gehalt. Also, sie ist ja noch Auszubildende. Sie könnte was von ihren Eltern leihen. Ja, von den Eltern. Welche sollte man sich stellen, bevor man einen Kredit aufnimmt? Also ich habe mich in die Lage reinversetzt und ich habe gesagt, also ich hätte mir das Auto persönlich nicht geholt. Man kann es mal holen, aber es ist ein großes Risiko, dass man dann dafür in die Schulden reinkommt. This has been an historic Sunday on Wall Street. At this hour, the Lehman Brothers investment bank appears headed toward bankruptcy. Five years ago, me and my husband split up. I actually kicked my husband out, and this had a big impact on my children. So I think I felt at the time then that I had a lot of making up to do to them. And at the time, I thought that the way I needed to make up to them was financially. So I would just throw money at them. And Christmases, I would go spend ridiculous amounts of money, like thousands of pounds on stuff they didn't. So I straight away, I was sucked in. I did it. I took out a loan, but then one loan wasn't enough. So I had to pay that loan back. So then I took out another loan to pay that loan back. And the hole just started getting bigger. And the debt started getting bigger. And it was spiralling out of control. It was so easy. It was so easy to go online and go, yeah, it's my name, my address, my details. Yeah, thank you very much. Money's in your account. They made it too easy for me to get into debt. When I didn't sleep very well because of the worry. I was at my wit's end, you know. I was actually going to bed and hoping I wouldn't wake up. Because I'd got so, the debts had built up so much, that scared me so much, I didn't know what to do. I'd completely lost my confidence. I was scared to answer the door in case it was somebody looking for money. I wouldn't answer the phone in case it was one of the clubs we'd had stuff from saying that I hadn't paid them that month. You know, the bankers were helped by the government. The banks got into trouble and all the big bankers got big payouts and everything, and the government bailed out the banks.
But they didn't think of the ordinary men and women that lost money through the banks, and through, because the banks have been helped out by the government, the infrastructure for the people of the country has all but disappeared. You know, there were a lot of cuts. I've just phoned to make my annual review because it's due. Yeah, I've got all my figures in front of me. All right, let's have a look for you. Okay. So you've completed your budget. Yep, you wanted to speak to debt advice. That's fine. Let me just get everything up here for you. For your rent, is that right? We had a raise of £200. The definition of problem debt is not straightforward. Our government defines it as anybody who has been at least 3 months behind their debts in the last 6 months. And that's 8.8 million people in the UK. Bad things can happen. You become ill, you lose your job, your relationship breaks down, you become a casualty. What's important in those circumstances is you get help to get back on your feet, because the costs to wider society of people being in debt are huge. Over half the people who come to us have had to go and see their doctor about mental health or other issues. Just to give you some general enforcement advice, okay? With the enforcement agents, they do need to make a peaceful entry, okay, into the property. So, because what they'll be looking to do is a controlled goods agreement. So I know you're not there at the moment, but just try and keep the doors shut, just to try and prevent them from gaining entry. Sorry, okay? At the time, I felt like it was just me, and that everybody else was financially fine, and it was only me that was suffering. Sorry. And I was the only one that was actually having to deal with living like this, and living with the fear of losing my home and losing all my possessions, and being homeless with my children, having my children taken away from me because I couldn't look after them properly. Vous avez des enfants, j'ai vu? Alors, 2 enfants qui vivent avec leur maman et dont je paye effectivement des pensions alimentaires. D'accord. Là, actuellement, vous êtes demandeur d'emploi? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Pour un poste de technico-commercial. Quel est le montant d'allocation? Alors, l'allocation, c'est 49 € par jour, donc ça fait 1 500 € net mensuel. Vous avez d'autres entrées à part... Non. La situation réelle des dettes, c'est celle-ci. Donc il y a un crédit véhicule, un DIAC, ouais. Voilà, à 251 €. Donc ça, c'est la mensualité. Mensualité à 251 €. Quel est le solde aujourd'hui du crédit? 6 500 €. D'accord. Un crédit à consommation, sauf impôt, donc à 110 €. Plus 430. Et un deuxième crédit à consommation, CTLM. Oui. Donc là, il y a 128 plus 16 € de frais qui me prennent tous les mois, donc ça fait donc 144 €. Votre cas est un cas que nous rencontrons très souvent, puisque les incidents de la vie, le divorce, la maladie, la perte d'emploi font que voilà, on arrive très souvent à des situations de non-remboursement de ces crédits. Hein. Il y a une certaine honte à en informer aussi les membres de la famille, son proche entourage, etc.
Donc voilà, le pas est difficile à franchir, mais on est très souvent les premiers à être informés de cette situation. C'est un peu ça, en parler autour de soi, c'est très délicat. C'est délicat, c'est difficile, parce que c'est vraiment une faillite personnelle. Moi, il y a de ça 3 ans encore, j'étais cadre moyen, donc je vivais très bien. Une situation familiale aboutie, avec des enfants. Et voilà, 3 ans après, je me retrouve à être là en face de vous. On trouve quelqu'un pour faire les dossiers sur Bonjour madame. Bonjour, c'est parti. Vous allez bien? Donnez-vous la peine madame. Au début, c'est un peu difficile, d'ailleurs, le bénévolat à Crésus, parce que lorsqu'on vient de la sphère bancaire, on a l'habitude de juger les gens, de les classer comme des petits cochons, de mauvaise foi, etc. Et ils abandonnent tout cet aspect de jugement et redeviennent des confidents, et tout en restant des techniciens. Et c'est cette technicité qui est absolument indispensable dans nos métiers, plus l'humanité, parce que sans elle, de toute façon, ça ne vaut pas le coup. On ferme Crésus demain matin. Depuis l'origine, 24 ans maintenant, on a rencontré, touché l'équivalent de plus de 500 000 ménages, ce qui est énorme. Hein. Et des destins qui ont été brisés par ce phénomène du surendettement. Et il faut reconstruire ces gens. C'est une sorte d'hôpital. Sébastien. Bonjour monsieur. Prenez place. Et les créanciers laissent maintenant, et tout est réglé. Hein, c'est réglé, c'est derrière nous, c'est derrière nous. Ouais. Nous, on commence à convaincre les banques à réagir. C'est pas toujours facile, parce que pour la banque, ce qui compte, c'est pas de sauver les gens, c'est sauver les créances. Hein. Mais on peut faire les deux. Hein. C'est quelque chose de fou de devoir... il était harcelé, votre papa, et il ne savait plus comment s'en sortir. Il pensait... Et il ne s'est pas enrichi, parce que tout cet argent a servi uniquement à rembourser des dettes. C'est quand même une déchirure. Et entre-temps, on a eu encore beaucoup d'accidents de ce type qui se sont produits en France. Beaucoup à ce niveau-là encore, malheureusement. Oui, malheureusement. On avait un gros drame à Roubaix, là, une famille entière qui s'est suicidée. Hein. 2 gamins, 2 jeunes enfants, plus le père et la mère. Et on a encore énormément de choses à faire avec les banques et leur dire, quand vous avez un client en difficulté, ne fermez pas les yeux, expliquez à la personne qu'il y a une association qui peut les aider. Et même le surendettement, ce n'est pas un drame. Un cancer, ouais, ça c'est grave. Mais le surendettement, une plaie d'argent, ça peut toujours se soigner. Mais c'est la honte qu'on nous enseigne quand on a une dette. C'est comme si on avait un péché, mais un péché mortel. C'est pas vrai, ça peut arriver à tout le monde. L'État, c'est le premier qui est endetté. Hein? C'est lui qui devrait venir à Crésus. Svo hvaðan íbúðina sem áttu að skoða morgun heldur þú sért? Eitthvað vonbrigði? Ég ætla bara að fara og skoða hana og kemur bara í ljós. Náttúrulega fermetratalan fín og hlýtur að vera bara rúmgóð og hverfið fínt. Já, hverfið fínt. Stelpurnar geta hitt vinkonu sínar og þannig ég ætla bara að skoða þetta og bara aðtöfa með leiguverðið á hana. Nákvæmlega, og ég myndi bara vera bara rosalega svona, bara ákveðinni samt svona róleg og yfirvegað. Já, ég verð bara eins eðlileg og ég mögulega geta. Já, nákvæmlega. Það borgar sig. Já, það er allt á staði. Já. Ó, hvað það er ætlum að sjá því.
við erum ekkert annað en leiguliðar í eigin landi, að þá í gegnum verðtrygginguna á lánum heimilana, að þá sér unga fólki enga framtíð. Ef þú getur ekki eignast húsið þitt, borgað af því meðan þú ert í fullri vinnu, átt að skuldlaust þegar þú ert komin á þann aldur að þú vilt fara að slappa af og hafa það gott, þá er ekki framtíð í landinu. Þannig virkar þetta hjá okkur. Við eigum ekki neitt í húsunum okkar vegna þess að verðtryggingin hækkar bara lánið í staðinn fyrir að lækka það eins og gerist hjá ykkur í Evrópu. Ég tekur bara mitt eigið dæmi. Ég og kona mín, við erum með 6 börn og við tókum 26 milljóna króna lán 2005. Við reiknum það út að miða við verðbólguna því að það er verðbólgan sem skapar verðtrygginguna og endurspeglar verðtrygginguna, þá þurftum við að borga tilbaka 500 milljónir fyrir 26 milljóna króna lán. Á meðan ef þú hefði tekið svona lán í Fraklandi, 26 milljóna krónur íslenskar, sem er eitthvað 186.000 evrur, þá hefði þú þurft að borga tilbaka 315.000 evrur, en við þurfum að borga tilbaka 3.250.000 evrur. Þetta er náttúrulega bara alveg skelfilegt, sko. Ég tek lán upp á 9,8 milljónir, búin að borga því 8 ár. Það er kannski... Hversu marga milljónir? Ég er búin að borga 6,5 milljón. Lánum mitt er ekkert lækkað, það er bara hækkað. Þú veist, svona 50%. Og hvað er mikið eftir þá? Þá hlýtur að eiga eftir 3 milljónir. Já, nei, 14. Heyrðu. Oui, c'est Madame Guettas du Fait. J'attends votre chèque. À moi? C'est le montant de 115 €. Non, mais monsieur, j'ai pas le temps. 215 €. Eh ben, il va falloir trouver une solution pour rapprocher de votre conseiller ou quoi que ce soit. Ou alors peut-être essayer de vous arranger avec une personne, retirer l'argent liquide et demander à quelqu'un si éventuellement la personne peut faire la carte bleue pour vous. Donc je vous transfère un collègue pour la régularisation du dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne surendettée, elle est absolument poursuivie par ses créanciers. Elles sont harcelées sur leur lieu de travail, sur leur lieu d'habitation. Vous avez des enfants à qui on a dit ton papa, ta maman, tu sais, qui doivent beaucoup d'argent. On a même eu des gens qui recherchaient par téléphone les personnes qui étaient surendettées, qui disaient vous êtes Madame Mattel. Ah non, c'est un homonyme. Ah bah oui, mais et vous êtes la voisine de Madame Mattel. Vous savez que votre voisine voit tant. Si vous la voyez ce soir, est-ce que vous pouvez réclamer? Ça s'est passé comme ça dans les cas extrêmes. Notre intérêt de toute façon en tant que prêteur n'est pas de surendetter les gens parce que à ce moment-là, l'argent qu'on prête, on ne le retrouvera pas et on aura une perte au bout. C'est bien quelque chose qu'il faut bien avoir en tête parce qu'on dit souvent que le crédit à la consommation surendette, c'est un peu une vision, je dirais, aujourd'hui des gens. Mais en réalité, il n'y a aucune raison pour ça. Une société de crédit à la consommation n'a pas, de toute façon, même intérêt financier à surendetter les gens. On est dans une approche où la priorité, c'est évidemment d'encaisser, mais d'aider le client à revenir dans une situation normale. Les banques s'en défendent. En fait, le recouvrement rapporte de l'argent. À chaque fois que vous n'avez pas remboursé votre crédit en temps utile, vous avez X% de pénalité. Autant que je sache, c'est 8%. Donc, par conséquent, ils sont tout intérêt, disons, à relancer, à appliquer les pénalités, à repartir. C'est toute une industrie, le crédit. C'est pas seulement le surendettement. Keep this going all the way until we get this right. Is it time for the people
take this country back. Be elected by lottery, like jury service. Whoever votes for the party that's not in, whoever votes for which party gets in, they're only voting to keep the other ones out, most of them. Yeah, exactly, yeah. There was about a period of 3 or 4 months after 2008 where people were all saying, you know, what is debt anyway? What is money? Why do we have the system? Why is finance so important? Is this even capitalism? Do we even want capitalism? All open, you know, all questions seem to be open because everything we'd assumed turned out to be wrong. Essentially, for 30 years, they've been saying, well, you know, capitalism might not be a very pleasant system, but it's much better. These people who are running the system might not be very nice people, but they're really smart, and it's the only thing that works, and they're, you know, they understand what they're doing. You don't. Just shut up and leave it to the experts. And it turns out all these people who you're supposed to trust in their expertise were either complete idiots or scam artists or both. How they could imagine it would lead to anything else is beyond me. Los datos del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano superior de justicia de España, que por ahí pasan todos, desde 2007 a 2015 se han iniciado casi 700.000 procesos de desahucio y ya cerca de 500.000 han sido ejecutados, han sido desahuciados. En 2012-2013 hicimos una iniciativa legislativa popular, que es la única herramienta que tiene esta democracia descafeinada en España que nos permite a la ciudadanía hacer propuestas de leyes. Hicimos una que era muy sencilla, dación en pago, que quiere decir, con la entrega de la vivienda, como pasa en todo el mundo, como pasa en Estados Unidos, se acaba la deuda. Alquiler social, porque las familias no se pueden quedar en la calle, tienen que tener un sitio donde quedarse. Y una moratoria de los desahucios. Para que se acepte a trámite en el Congreso de los Diputados tienes que conseguir 500.000 de firmas. Nosotras tuvimos 9 meses, miles de personas en todo el Estado y conseguimos 3 veces más, 1,5 millones de firmas. Conseguimos, según los grandes medios de comunicación, en sus encuestas, que el 90% de la población diese apoyo a nuestras demandas. Senyor Carlos Macías. La veritat és que no havia de començar així, però us he de traslladar malestar i estem estranyades i sorpreses de que quan la veu del carrer entra al Parlament, el Parlament es buidi. On està? Comença la votació. La llei de mesures urgents per fer front a l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica ha estat aprovada 120 vots a favor. Lo que dice esta ley es, establece un mecanismo para que las familias se puedan liberar de la deuda. Luego, establece un mecanismo para parar los desahucios, ya sea de hipoteca o de alquiler. Cuando es un gran propietario quien desahucia, no puede, por ley, no puede desahuciar y tiene que hacer un alquiler social a la familia por 3 años. Cuando es un pequeño tenedor de vivienda, lo que dice la ley es la administración tiene que ayudar a la familia a pagar el alquiler y si no hay dinero suficiente, la administración está obligada en todos los casos a realojar. En el año 2010, aquí en España, fue cuando explotó la burbuja inmobiliaria y un piso que me había costado 300.000 euros, solo conseguí venderlo por 160.000, con lo cual me quedó una deuda de 200.000. No me siento ni sola ni culpable. Me siento estafada. Eso es lo que me siento sobre todo. Me siento estafada. Compré el piso en el boom inmobiliario en el 2006. Entonces los pisos estaban carísimos. Pero bueno, pues decidimos yo y el padre de mi hija
pues comprar el piso este por 450.000 euros. Claro, el problema de la subasta mía ha sido, por ejemplo, ¿no? que se compró en 450.000 euros, pero ellos lo han tasado en 300. No dejan de ser 150.000 euros menos. Y yo en 9 años he pagado de piso 208.000 euros, de capital solamente 60.000 euros, el resto han sido todo intereses. Entonces, la deuda es increíble que queda. Por suerte, el año pasado salió la nueva ley de la ILP. Du ikke, det var svært at finde herud eller noget? Nej, det var det ikke. Jeg skulle bare lige sådan have det kodet med togene, så det passede. Fornemt. Ja, okay. Fornemt. Ja. Jamen, du har skrevet til os, Mona, omkring, vi har noget økonomisk, vi skal kigge på. Der er lidt problemer med økonomien derhjemme. Det er der. Og du har skrevet en lille mail til os omkring, at vi har en masse gæld, cirka 200.000 kroner, som vi skylder væk, hvor cirka 50.000 ud af det er noget gæld, som din mor har optaget i forbindelse med at kunne hjælpe dig på nogle forskellige punkter. Men har du sådan en idé om, hvor mange kreditorer der er? Altså, et 4 sted med, eller? Nej. Du skal op på 3 hænder, omkring en 13-15 stykker. Så en 13-15 stykker og forskellige. Og meget af det er ren og skær hurtig lån. Altså, det er forbrugslån, altså det er med fjernsyn og computer, det er Expressbank, der har været nemt, og man lige sådan, om forhøj lige din gæld her, jamen det gør man da, fordi nu skal man da til udlandet. Selvfølgelig. Og så alle de gængse forbrugsting, du faktisk har haft brug for, som du ikke har haft råd til, har du faktisk været at låne dig til, kan man sige. Så man har haft et overforbrug. Ja, okay. Og man kan sige, hvor meget overvejer du, når du tager de her lån? Du tager det bare simpelthen, fordi det bliver kastet i nakken? Fordi det bliver kastet i nakken, og jeg læser jo ikke det, der står med meget, meget småt, vel lige indtil. Så det vil sige, rentesatser og så videre, det er heller ikke noget, du har kigget på overhovedet på lånet? Nej, du har bare taget, jeg har bare taget, for man tænker sådan, ja, jeg hopper i fælden, fordi det var skide nemt, en god sælger igennem DR, jeg kunne simpelthen sælge mig de der ting der. Men ellers, ja, vi har da de der IT-produkter, men det er jo det der, børnene skal have iPads i skolen. Ja. Det kan jeg ikke komme udenom. Jeg har selv en mini-iPad, og selvfølgelig har vi da også iPhone alle 3. Ja. Det vil sige, at når dine faste udgifter er betalt, så har du måske 3.000... 4.000 til mig og børnene om måneden. 4.000 til mig. Og hvordan oplever du det beløb? Er det nok tilstrækkeligt til, at du kan det skal være nok. Snakke om, du har børn ved siden af. Man siger jo altså fra statens side, at du skal have 5.500 per voksen cirkus, ikke? Og så cirka 2,5 per barn. Og det, hvor skal jeg finde den? Ja, lige præcis. Altså, selvfølgelig. lige præcis. Altså man kan sige, det der for vores opgave nu vil være, det vil være, at vi vil sørge for at gå al din økonomi igennem, altså hele din økonomi, en fuld gennemgang af det økonomiske. Så klar, så er vi også nødt til at revurdere og sige, hvor kan vi så lave en ændring og spare nogle endnu flere, så spare endnu mere for dig på sigt. Så det er noget, vi kommer til at arbejde på hele vejen igennem den sag. Fantastisk. Store, massive plamager. Jeg har lavet noget dumt, dum og naiv, og nu må jeg betale konsekvensen for, at de får deres penge tilbage. Så man sådan kan sige, det var jo fedt at optage lånene, men det er lort at betale tilbage. Ikke? Altså, sådan er det jo. Det er jo ligesom privatgæld. Det er fedt at låne af andre, men det røver at betale tilbage.
Vi startede selskabet for en del år siden med udgangspunkt i, at vi var hos en af Danmarks største lånebureauer, eller hvor vi faktisk havde deres inkassoafdeling, og derfra der fik vi den idé om, at vi kunne gå selvstændige og starte vores egen virksomhed og faktisk hjælpe de folk, som skyldte de forskellige penge til. Altså, det er jo sådan, altså vi driver også en virksomhed, så den skal være rentabel for os også. Så det er således, at når en kunde har, hvis de ikke er i arbejde, så får de det, man kalder enten kontanthjælp eller dagpenge. Og når man i Danmark har betalt sine faste udgifter, husleje, el, vand og varme og diverse, og du er på dagpenge, kontanthjælp, så har du meget, meget lidt tilbage. Og det vil for det første besværliggøre tilbagebetaling af gælden. Så jeg gennemgår budgetter, så gennemgår du bare kreditorlisten, ikke? Ja. Og planen. Ja, det synes jeg lyder meget fint. Super. Ja. Og så sørger for, at der lige kommer en ny rettelse ud. Så, er det budgettet? Ja, så printer vi lige ny, så er det faktisk kørt klar. Det vil sige, budgettet har du printet ud? Den kommer ud nu, bare i ny. Super. Så den kan vi, super. Den tager vi med, og så sætter vi os... Det er fuldstændig absurd, at man, når man står og mangler penge og er økonomisk svære, problemer, at man så skal gå ud og betale endnu mere for at få nogen til at rådgive en. På den måde kan man sige, at hvis der var mere offentligt tilgængelig rådgivning for flere mennesker, jamen så ville man i hvert fald være ude over det problem, at man også skulle bruge penge på det. Og der tror jeg, det er vigtigt at gå ind og kigge på og sige, jamen der er nogle normer i det her samfund, som hvad kan man sige, tvinger forbruget frem, og som gør, at folk hele tiden bliver utilfredse med det, de har. Altså hvis man kigger på budgetterne for markedsførelse, er de jo gigantiske. Og meget af den her markedsførelse, den handler om at få os til at føle os utilfredse med det liv, vi har. Det er ikke godt nok. Der er enormt meget af vores identitet, der er bundet op på forbrug. Og man kan sige, jamen, bør vi som mennesker være sådan ansvarlige og bevidste nok til at træde ud af det her? Måske, men det gør vi jo ikke. Det kan man jo se. Forbrugssamfundet og de voldsomt stærke normer, der er for forbrug, er for meget for langt de fleste mennesker, og derfor så forbruger vi. Le crédit renouvelable, il se caractérise par le fait qu'on vous donne une somme, une ligne, 3 000, 4 000, 5 000 euros. Et vous n'allez pas emprunter, si vous avez une ligne pour 3 000, vous n'allez pas emprunter 3 000. Vous allez emprunter 500, puis 800. Et au fur et à mesure, vous allez, j'allais dire, diminuer votre réserve possible. Donc ça veut dire déjà que, et au fur et à mesure que vous allez rembourser, cette réserve va se reconstituer. Et donc, vous pouvez piocher en permanence. La difficulté, c'est que, bon, c'est un crédit qui coûte extrêmement cher, plus de 20% d'intérêt. Et puis, quand vous remboursez, en fait, vous remboursez très peu de capital. Vous remboursez surtout des intérêts. Et puis, comme c'est pour des gens qui sont souvent modestes, du coup, pour être sûr que vous pouvez rembourser, ce sont des petits remboursements. Donc, qui dit petit remboursement ? Ça veut dire que vous êtes parti pour durer l'éternité, vous allez être endetté en permanence. Jamais vous n'arriverez à rembourser le capital. C'est énorme. Bon. Le coût de gestion est supérieur sur un crédit renouvelable, exprimé en pourcent, parce que c'est un petit montant, donc le coût de gestion est supérieur. Le coût du risque, exprimé en pourcentage, va aussi être supérieur par rapport à ce que je connais sur une voiture neuve. Donc in fine, c'est normal. Alors évidemment, 15, ce serait mieux que 20, et 10,
10%, ce serait mieux que 15. Là-dessus, j'ai pas de doute. Ceci étant, voilà, quand vous êtes une entreprise, vous devez payer votre matière première, payer vos salariés, payer la charge de risque, c'est-à-dire la probabilité qu'un certain nombre de clients ne vous remboursent pas, payer votre actionnaire. Et si à la fin de la journée, une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus rien, c'est que vous avez fait votre travail. Je ne supporte plus la situation dans laquelle je vous ai mise. J'espère que vous garderez beaucoup de courage. Adieu, je vous aime tous très fort. Madame la ministre. Le projet de loi que je vous présente est une réforme directement destinée à améliorer le quotidien d'un tiers. Le projet de loi propose donc de les encadrer pour les rendre plus transparents. Les consommateurs, c'est évidemment la publicité. C'est la publicité souvent agressive, très souvent racoleuse vers les autres, vers cette nécessité de la protection de nos concitoyens. Et je sais La loi Lagarde a eu cet effet déjà de nommer le crédit. Toutes ces appellations fantaisistes, réserve liberté par exemple, c'est terminé. Un chat, c'est un chat, on doit l'appeler du crédit revolving, et plus exactement crédit renouvelable, pardon. Ensuite, il est très encadré, aussi bien les taux. Les taux, en fonction du montant de l'emprunt, les taux, il y a 3 catégories, jusqu'à 3 000, 3 000, 6 000, au-delà de 6 000. Et au-delà de 6 000, du coup, c'est des taux qui ne sont pas démentiels, autour de 7-8%. Ce n'est pas les 20-22% qu'on connaissait avant. Il y a une obligation d'amortissement minimum. Donc, ça retire de la toxicité à ce type de crédit. Et puis, quand vous avez une fameuse ligne dormante, il tombe. Donc, ça vous libère. Dans les cas où le vendeur a proposé immédiatement un crédit renouvelable, dans plus de 68% des cas, il n'a pas donné le choix avec le crédit amortissable. Donc dans plus de 68% des cas, il n'a pas respecté la loi, même après que notre enquêteur lui expliquait qu'il trouvait ça un peu cher. Ok, bon bah écoutez, d'accord. C'est du crédit cher, j'imagine? Sur une somme comme ça ne va pas chercher bien loin. Maintenant, si vous voulez un pourcentage, oui, c'est pas donné, c'est votre valeur de 17 ou 18%. D'accord, ok. On D'accord. passe par souffle un peu. C'est forcément ce crédit-là. Ouais. C'est tout ce qu'il y a, il n'y a rien d'autre, quoi. Non. Merci. Ça m'intéresse, si je peux pas tout payer en même temps. Comment ça se passe? En fait, le paiement 5 fois sans frais, c'est la carte Conforama. D'accord, parce que c'est une carte de crédit en fait. Ouais, il y a un crédit. Et il faut que je prenne ça pour avoir le droit à ça. Parce que les cartes qui servent à payer, j'ai pas trop confiance dedans. Parce que souvent il y a des crédits, des choses. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser derrière de toute façon.
payday loan from the money shop takes care of life's little emergencies. No hassle, no £100 in no time. Call us or visit moneyshop.tv now for cash into your bank account. That was so simple. They just make it so easy. And the AP, oh my. With an APR that high. That's terrible. 1,223.6% annual percentage rate. That's outrageous. Speedy cash. What? 1,223.6%. That's for every £100 you borrow, you pay back. That's about just over £1,000. It's loan sharking as far as I'm concerned. And when I was working, I actually knew a man that got so badly in debt he hung himself. And I should have remembered all that when I started getting into debt, and I didn't, because you panic. You get a debt and you panic. And your debts get bigger and you panic more, and you panic more and you panic more. And the easy way out of that, to stop panicking, is go and get some advice. There are people signing agreements for literally thousands of percent APR, so what they're borrowing and paying back, it's crazy really, and it's caused a lot of problems for a lot of people. When you're in a crisis, you go where you need to go to do what you need to do to make ends meet. If you've got children and you need to put food on the table, then you're going to go to one of these lenders. People often say, well, why would you borrow at such a high rate of interest? But when you're desperate, you'll do desperate things. And the argument has always been, well, surely for those people who are the worst off in society, those are the people that should be able to benefit from the best rates of lending. But the industry has never been like that. Alors, notre cas numéro 2, il s'agit d'un deuxième dépôt. C'est un couple, l'endettement de 180 510 € avec uniquement des prêts immobiliers. Les nouvelles dispositions réglementaires favorables au maintien dans le logement nous permettent de proposer un règlement de l'intégralité des dettes sur 17 ans avec une capacité de remboursement de 905 €. Ça leur permet de conserver le bien immobilier. La volonté manifeste est d'honorer leurs prêts immobiliers pour conserver leur logement. Ils n'ont pas fait de nouvelles dettes depuis, donc c'est juste des gens sérieux. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Recevable? Recevable. Fin d'année dernière en fait. It strikes me that if democracy is to mean anything, if money is simply a series of promises we make to each other, democracy should mean that everybody gets to weigh in on the decision, not just a few central bankers who are not disinterested. So
I think a jubilee would be a way of bringing home to people. You know, it's not a solution to all problems, but it would be a way of saying, look, we could just hit reset any time. These aren't real things. These are things that we agree with each other. We could do it otherwise. So a jubilee would sort of kick us into consciousness of what the world we're in is really like. Right. Donc notre idée, l'enjeu, c'est déjà d'avoir la possibilité, lorsqu'un établissement bancaire détecte une fragilité chez son client, qu'il puisse l'orienter vers un dispositif qui le prenne en charge immédiatement pour qu'on perde le moins de temps possible. Alors, combien avez-vous de crédit? Ah mais c'est qu'il y en a trois. J'en ai un qui est une échéance de 99,95, un autre de 176,40 et l'autre de 231,68. Il serait temps que je secoue le poignet là. Notre cas en nombre de crédits sur une personne, c'est 130. Vous pouvez vous enfoncer très longtemps sans que personne ne le sache. Et si vous n'en parlez pas, et si personne ne vous écoute, ou si personne n'est capable de faire votre diagnostic, vous pouvez aller très loin, jusqu'au drame. Est-ce que ça a un coût? Aujourd'hui, on applique un peu la politique du pollueur-payeur. Vous avez fait des crédits, d'accord? Les organismes de crédit vous ont mis dans une situation plus ou moins délicate parce qu'il n'y a pas forcément eu une analyse de votre budget, d'accord? Donc, eux vous ont mis dans une situation délicate, donc c'est à eux de payer pour vous. 679 € de revenus, moins 589 € de charges fixes, moins 64 € de mensualité, ce qui vous fait un reste à vivre de 26 €. On nous envoie des personnes avec une situation, avec un reste à vivre négatif dans 70% des cas. Dans 70% des cas, les personnes ont moins 173 € pour vivre. Donc moi, en fait, le 15 de chaque mois, j'ai presque plus rien sur mon compte. D'accord. Pour vous dire que vraiment la situation, elle est super. Pour vous, c'est compliqué. Bah écoutez, ça tombe bien. C'est aujourd'hui, on va trouver toutes les solutions. On va faire avancer tout cela. Bah franchement, j'espère que vous allez me sauver là-dessus parce que je suis vraiment. Même pour mes enfants, je peux même pas les habiller. La colère reste très forte en ce qui me concerne parce que j'estime que les choses vont trop lentement. Après la crise de 2008, il eût été nécessaire de prendre des mesures pour à la fois renforcer l'éducation auprès des populations, l'information, et puis changer aussi l'univers financier qui est parfois aveugle. Nécessaire, mais aveugle. Il n'y a pas que nos bénéficiaires qui ont été sauvés par Crésus. J'ai été sauvé par Crésus. J'ai été vraiment sauvé par Crésus et mes bénéficiaires m'ont sauvé aussi parce qu'ils m'ont donné un sens et j'ai eu pu dire de nouveau que je servais à quelque chose. Servir, simplement faire quelque chose d'utile, faire en sorte que on fait un bac+4, on croit en ce système, on s'éduque, on apprend comment un système marche, et derrière, le jour où on est dans le besoin, le système plante, et le truc c'est qu'en définitive, Pero el problema es que ellos me insultan, quieren quitarme la niña, y siempre me dicen que voy a quitar la niña, voy a quitar la niña. No te pueden quitar la niña. Por motivos económicos, por no tener un techo, no poder pagar un alquiler o una hipoteca, no te pueden quitar a tu hija. Eso es mentira, es falso. No pueden. O sea, quien te haya dicho eso, te está jugando con el miedo, pero es mentira, no pueden. No comentar que las personas que estábamos haciendo bienvenida o cualquier comisión somos personas como vosotros
que no somos abogados, no tenemos estudios, no tenemos carreras, o sea, hay quien sí y los hay quien no. Hay empresarios, hay gente de todas clases y que gracias al empoderamiento estamos aquí a día de hoy haciendo lo que estamos haciendo. Continuamos. Fecha de desahucio, tenéis la orden aquí, ¿sí? Vale, entonces al tener el desahucio ya el 16 de este mes, y también es una preocupación, estoy asustada, estamos asustados, que el lunes que nos han... el desahucio es festivo para Cataluña. Bueno. ¡Sí se puede! Yo te digo a ti especialmente que estés tranquila, que pase lo que pase, lo vamos a parar y en última instancia nunca jamás os vais a quedar en la calle. Eso tenerlo claro. Jamás. We've got exactly the same problem. People are ashamed. People don't know what to do. Social workers just say, well, go somewhere else and get rid of them. But the thing, the way you do it is quite interesting, and I guess I'm going to try to make it in France. Which way are you doing? Just one by one, or? Yeah, we should do only one by one. And the problem is that we've got more and more files, and we cannot handle that much files. And I guess that we did this way because you got such an emergency situation. That's right, that you had to do it this way. But it's a very clever way, because what I see is that you give hope again to people. We do it one by one, but here one by one it's impossible. I mean, and it's not the way we want to do. We are not agree with the assistantialism way. We believe that the way to transform not only the people, transform the society is just like this, an assembly, because you can feel and live a process of empowerment, this emotional one, and take outside guilty, shame, and the technical one, and then you take this political conscience that you need to fight, not just to change your problem, to change the structural... That's it. Yeah, we agree.